Les charges du personnel constituent la dépense la plus importante du budget de l'État. Cette dépense, qui se chiffrait en 2008 à 336 milliards de francs CFA, a connu une évolution rapide pour se situer en 2024 à environ 770 milliards de francs CFA. C'est dans ce cadre que le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a signé le décret numéro 001 PT 2023 du 21 septembre 2023, instituant la task force de la présidence de la transition pour l'audit et la vérification des dettes intérieures et extérieures au Gabon. En application de ce décret, une mission de déploiement des agents au sein des différentes administrations a été initiée. Aujourd'hui, cette mission rend public son rapport qui fait état d'un grand nombre d'anomalies observées. Et pour aborder justement ces nombreux points, il y a avec moi Lariska Lorbamengui de la rédaction de Gabon Première, mais surtout nos invités, qui ne sont autres que ceux de la Task Force. Il y a notamment le commissaire vérificateur, chef de mission, le lieutenant-colonel Osiba Lehic, le commissaire vérificateur Josiane Amogué à ses côtés, et puis en face, il y a pour le compte du ministère de la fonction publique, le secrétaire général de ce département ministériel, le colonel Jonas Sambi. À ses côtés, il y a le DCRH de la fonction publique, Madame Léontine Nkonoa Mistoul. Et d'ailleurs, pour davantage plébisciter la voix des personnels de l'administration publique, un des syndicalistes, Pierre Mitza, qui lui aussi a accepté notre invitation. Messieurs et dames, bienvenue dans ce plateau pour lequel, durant plus de 90 minutes, nous aborderons ensemble cette problématique liée au recensement des agents publics en République gabonaise. Bienvenue à vous, messieurs et dames. Merci. Merci. Lariska Lorbamengui, on évoque ce sujet tellement important parce qu'il y a eu des recensements débutés et annoncés en 2009, 2010 et peut-être même encore en 2018, qui n'ont jamais vu le jour, dont les résultats n'ont jamais été rendus publics. En commençant par vous, lieutenant-colonel, lorsque cette mission vous a été confiée au sein de la Task Force, quel a été l'état de lieu? Quel a été le constat fait, justement? D'abord, je vous remercie au plus profond de mon âme, parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Je vous remercie pour ce plateau qui nous permettra de mettre en exergue et de bien parler des situations que nous avons vécues. Donc en 2023, le président de la transition met en place effectivement la task force. Et de la task force, on nous a confié la mission de contrôler la présence effective simplement des personnels, des agents publics et de voir les raisons pour lesquelles de voir s'il faut vraiment payer les personnes, si les personnes vraiment payées sont présentes à leur poste. Cette mission a été conduite par la task force effectivement en accord avec la direction générale du budget et en appui par la primature. On s'est appuyé sur les anciens recensements, effectivement. Les anciens recensements ont eu des résultats. Malheureusement, dans ce genre de recensement, l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas allé au bout des choses. Plusieurs anomalies ont déjà été constatées. Les mêmes anomalies reviennent, car j'ai lu le recensement de 2019. L'inconvénient, c'est que les résultats les anomalies constatées ne sont pas allés au bout des processus. Lorsque vous trouvez quelqu'un en abandon de poste, il faut aller au bout de la procédure en faisant des radiations et des licenciements. De telle sorte que si la personne revient après un certain laps de temps, qu'elle ne puisse pas revenir en sol ou lorsqu'elle revient, on lui présente simplement le document que la personne est radiée, comme ça devrait l'être partout ailleurs, même dans l'administration privée. Lariska Lorbamengui. Oui, là, je vais revenir sur vous, mon colonel Osiba. Je rappelle que vous êtes chef de mission de vérificateur, de la commission de vérificateurs. Alors, vous soulevez là une question essentielle sur la suite, n'est-ce pas, qu'on a toujours donné à ces recensements-là, une suite qui existe ou non. Mais moi, ma question, c'est de savoir, avant justement d'aller à cette suite qui peut conduire notamment à la radiation, qui est la sanction extrême, est-ce que dans l'organisation même de ces recensements, est-ce que les conditions ont garanti l'objectivité et la clarté même recherchée dans ce type d'exercice? Je peux affirmer que du point de vue organisationnel, oui. Parce que ce sont des contrôles parfois inopinés, ou des contrôles prévenus, où les personnels sont avertis que vous allez faire un recensement. Et il y a un point important qu'il faut appuyer, c'est quoi le salaire?
Le salaire, c'est la rémunération. C'est une rémunération. La rémunération, c'est quoi? C'est la rétribution d'un service fait. On est payé lorsqu'on travaille. Même la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Notre salaire est la rétribution d'un service fait. Donc la durée de service ne suffit pas pour garantir un salaire mensuel. Ce n'est pas un argument suffisant pour dire que comme j'ai travaillé pendant 15-20 ans, j'ai droit à un salaire la 21e année sans avoir travaillé. Non. C'est un contrat qui fait en sorte que pendant un laps de temps, au Gabon, période déterminée, c'est le mois, à la fin du mois, d'un travail, d'un effort fourni, on a un salaire. Ce n'est pas une pension de retraite. Alors ma question va s'adresser au secrétaire général du ministère de la fonction publique, le colonel Sambi Jonas, c'est bien cela. Alors mon colonel, est-ce que c'est toujours de la faute de l'agent public de ne pas être à son lieu de travail? Parce que nous savons que dans plusieurs administrations, les agents publics n'ont pas de poste de travail, ils n'ont même pas de chaise assise. Il y a des bureaux où il n'y a pas d'ordinateur depuis belle lurette. Alors un agent affecté à un service quasiment inexistant dans les faits, comment il fait? Au bout d'un moment, il est tenté de faire autre chose. Il est tenté de ne plus venir au bureau au risque de traîner dans les couloirs. Comment on règle ce cas de figure? Comment gérer ces cas? Est-ce qu'ils sont eux aussi considérés comme des absentéistes? Merci de me donner la parole. En effet, il faut dire tout de suite que effectivement, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas de poste de travail, qui effectivement sont obligés soit de rester chez eux, soit de vaquer à autre chose. Mais là n'est pas la question. Lorsqu'un fonctionnaire est d'abord intégré, il est affecté quelque part. Il est affecté quelque part, c'est au chef de lui donner des missions. Si on évoque l'aspect infrastructurel ou logistique, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, moi, je dirais oui et non. Parce que l'objectif, c'est d'abord d'être présent au travail. C'est au chef d'organiser le travail à son niveau. Si il a des agents qui n'ont pas d'occupation, il y a des fois le système turnover. C'est-à-dire que le chef peut décider que le matin, il y a une partie qui travaille, l'après-midi, il y a une autre partie. Donc, dire qu'on doit rester à la maison parce qu'on n'a pas de travail, je m'inscris en faux. Voilà. Alors, colonel, j'ai envie de poser non seulement à vous, mais à Pierre Binza cette question. En réalité, est-ce que cela, au regard du travail qui a été mené par la Task Force, ne ramène pas à une sorte d'employabilité dans le secteur de la fonction publique sans qu'une étude de besoin n'ait été faite préalablement? Comment un fonctionnaire recruté par l'État, payé par l'État gabonais, peut se retrouver à ne pas avoir de bureau, ne pas avoir de commodité, mais être salarié chaque fin du mois et que l'administration publique continue de fonctionner? Est-ce que finalement, il n'y a pas eu aussi au niveau de la fonction publique gabonaise, avant bien sûr le travail qui a été abattu par cette task force, une forme de recrutement qui ne répondait pas aux besoins justement de l'administration gabonaise? Juste un petit rappel avant de donner quelques éléments de réponse à votre question qui intéresse un plus grand nombre. D'accord. 2009-2010, nous avons assisté à l'organisation d'un recensement général des agents publics. Ouais. Je ne me souviens pas qu'à la fin de ce recensement, il y a eu ce que nous sommes en train de faire là. Ça veut dire communiquer les résultats au grand public. D'accord. En 2018, il y a eu l'opération de mise en bon de caisse par Ali Abba Onanga Yobege, mise à fonction publique pour le Grand Libreville. Je ne me souviens pas un seul instant qu'à la fin de cette opération, il y a eu table ronde pour que les populations sachent de quoi il en ressort. 2019, 2020, 2021, nous sommes dans le recensement biométrique des agents de l'État. Aucune suite. Je me réjouis déjà du fait que du 30 août 2023 au mois de février 2025, que l'opération de vérification a été organisée et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dévoiler les résultats au grand public. C'est une grande avancée significative, je voudrais dire,
au nom du CTRI. Alors, revenons à la question. Qui est agent public? Un agent public, c'est celui qui est dans une situation réglementaire et statutaire. Il est recruté et quand vous allez observer son texte d'intégration, Oui. il est écrit, il doit servir partout où besoin se... Voyez, ça veut dire que les textes sont déjà là. Nous devons simplement aller à l'application de ces textes. Mais la difficulté est telle que toutes les commodités n'ont pas été mises en place. Toutes les commodités. Lesquelles commodités on parle ici? L'administration publique ne se limite pas seulement à Libreville. Évidemment. Elle va dans les provinces, parce qu'il y a les enseignants partout, médecins, douaniers, gendarmes, militaires, ils sont partout. Quelles sont les commodités qui ont été mises en place pour permettre à ces agents publics de mener à bien leurs tâches? Première difficulté, je ne sais pas si c'est vraiment une difficulté, mais pour ma part, je pense que c'est une difficulté. Comment une administration peut faire pour mieux organiser son service? Je parle en présence des militaires ici. Les militaires savent que quand on donne une mission à un homme, on confie les moyens à cet homme pour que l'objectif soit atteint. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est la stratégie militaire. Un homme, des moyens et l'objectif. Voyez, quel est le plan d'utilisation de notre budget? L'administration achète les ordinateurs avec quel budget? C'est une difficulté. L'administration veut acheter l'encre avec quel budget? Veut confectionner les bâtiments avec quel budget? C'est une difficulté parce que la mise en place de la budgétisation par objectif de programme, pour ma part, n'a pas encore été intégrée totalement dans notre système de management. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est importante. Je dis bien importante. Oui. Et ces hommes et femmes qui ont été commis à la tâche sont à féliciter parce qu'ils ont mené à bien cette opération de vérification. Aujourd'hui, pour répondre à la préoccupation, celui qui est affecté à Moulangui Binza, il fait comment pour rejoindre son lieu d'affectation? Quand on sait qu'il se pose un problème de route, il a combien comme moyen de transport? C'est 35 000 francs. Il est affecté où? À Moulangui Binza. Est-ce que c'est à base de ces 35 000 francs qu'il va prendre le car et transporter toute sa famille et se rendre à Moulangui Binza? Donc c'est autant de difficultés, puisque nous sommes juste à l'entame de au début de notre émission. Je crois que tout au long de l'émission, on versera plus ou moins les éléments qui pourront faire en sorte que le débat évolue. D'accord. Madame Mistoul, est-ce à dire que tout cela a pu être entretenu durant ces nombreuses années, avant d'arriver à cette commission mise en place en 2023? Merci de me donner la parole. Et effectivement, ce sont des mots qui ne sont pas nouveaux. D'accord. Les recensements précédents avaient déjà fait état de ces anomalies. C'est juste que les sanctions n'ont pas été prises jusqu'au bout. Mais comment expliquer qu'il n'y ait pas eu de sanctions? Comme disait mon collègue Armstrong tout à l'heure, est-ce que ce n'est finalement pas entretenu? J'ai envie de dire, si ça a été entretenu, effectivement, c'est le fait des gouvernances précédentes. Plusieurs rapports lors des derniers recensements ont été faits. Ils ont été remontés aux autorités avant l'avènement du 30 août 2023. Et malheureusement, rien ne s'en est suivi. Alors nous nous retrouvons avec cette nouvelle opération qui est menée par la Task Force avec des noms déjà connus de nos fichiers, les fichiers que chaque DCRH gère au niveau de son secteur. Et nous espérons que cette fois-ci, les sanctions vont s'en suivre. Lieutenant-colonel Loïc Siba, mais vous, en débutant justement les travaux de la Task Force, qu'avez-vous découvert, qu'avez-vous trouvé lors de vos opérations?
D'accord. Avant de répondre à votre question, il faut préciser comment s'est passée l'opération. D'accord. L'opération s'est passée en 2 grandes phases. Une première phase pour le personnel main-d'œuvre non permanente, une deuxième phase pour les fonctionnaires. Donc, le processus était le suivant. On arrive, on choisit un ministère au hasard. On rencontre d'abord le chef de l'administration, qui est le secrétaire général. Lorsqu'on voit le secrétaire général, on lui donne nos intentions, on nous présente notre ordre de mission. Nous sommes là pour vérifier la présence effective de votre personnel à leur lieu de travail. Et on lui demande de faire une note de service pour informer tout son personnel que dans les jours qui suivent, une commission ou un nombre de personnel de commissaires vérificateurs vont se présenter à l'endroit désigné par lui-même et chaque fonctionnaire doit venir se faire recenser. Et on a décentralisé cette fois-ci les responsabilités par les présences au poste. En principe, les présences au poste sont signées par le secrétaire général. Mais on a voulu que chaque chef hiérarchique engage lui-même sa responsabilité. Pour ne pas faire un stock de présence au poste, envoyé au SG où il sera contraint de signer plusieurs présences au poste en peu de temps. Donc le chef hiérarchique, il fait la liste de son personnel en y inscrivant les retraités et les décédés depuis 2020 et les personnes effectivement qui doivent être effectivement à leur poste. Cette procédure a été prise aussi bien par les main-d'œuvre non permanentes que par le personnel fonctionnaire. Par la suite, on se présente à un endroit et chaque chef de service vient avec la liste de son personnel et il y inscrit en observation des anomalies constatées. Lorsque la personne a son poste de travail, selon le chef hiérarchique direct qui gère la carrière directe de la personne, il ne met rien. Lorsqu'il y a un décédé, il inscrit que depuis 2021, 2020 ou 2023, on a eu telle personne décédée. Et les personnes qui sont en absence, on met un justificatif. S'il est en mission, on met ordre de mission, on nous présente l'ordre de mission. S'il est en congé, on met congé avec un papier administratif qui sied. Et s'il est malade, un congé maladie. Donc lorsque le chef de service met absent de son poste au moment de notre présence et qu'il n'y a pas d'argument administratif, on considère que la personne est en absence illégale. Donc nous faisons une durée, en moyenne une semaine dans la dite administration, on recense tout le monde et on change de ministère. Pour les main-d'œuvre non permanentes, ça nous a pris 2 mois seulement, et pour les fonctionnaires 6 mois. Nous étions une équipe assez dynamique de 25 personnes, on s'est divisé en 3 groupes et ça nous permettait de prendre 3 ministères en même temps. Ça a été fastidieux, je ne vous le cache pas, ça a été fastidieux, mais l'argument de la non-connaissance du recensement ne tient pas. Parce que non seulement on fait une semaine sur place, ensuite on change de ministère et on dit aux retardataires, trouvez-nous dans le ministère suivant. Donc en gros, en 8 mois de recensement, une personne qui a raté le recensement en janvier avait largement le temps de le faire jusqu'en juin où nous avons arrêté. Ça veut dire, mon colonel, pour bien comprendre votre logique, si vous avez terminé le ministère de la Communication cette semaine et que la semaine d'après, vous êtes au ministère des Affaires étrangères, l'agent du ministère de la Communication, au moment de votre arrivée, qui n'a pas pu se faire recenser, pourra vous rattraper aux affaires étrangères. On leur a laissé cette chance-là. C'est comme ça que ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé comme ça, oui. En changeant de ministère, il y a d'autres qui nous ont rejoints. Donc, à la fin de cette opération, on a fait un rapport qu'on a présenté aux différents responsables, ceux qui nous ont envoyés, chef de mission Task Force, au président de la République, au Premier ministre, à toutes les autorités. Et ensuite, ils ont pris la décision, au mois de octobre, de mettre les personnes non vues en bon de caisse. Un argument avait été donné que ce sont des fonctionnaires fantômes. Non. Je ne sais pas d'où ça venait, mais ce n'était pas encore à ce moment-là des fonctionnaires fantômes. C'était simplement des personnes qu'on n'avait pas vues. Il fallait comprendre pourquoi on ne les avait pas vers leur poste de travail. Donc nous, on les a surnommés non identifiés. Donc on a changé la procédure de paiement, vu que vous le savez, que le paiement, grâce à la bancarisation, parce que tous les fonctionnaires sont virés, ont les salaires virés dans leur compte. Lorsqu'on change le mode de paiement, on les met sur bon de caisse, ça nous permet de voir physiquement la personne, parce que pendant le recensement, on ne l'a pas vu. Et là, on essaie d'en tirer des conclusions. Ça veut dire qu'un agent qui a été mis sous bon de caisse dans cet exercice-là n'est pas d'abord considéré comme un fonctionnaire fantôme. Non, il est considéré comme un non identifié ou juste un contrôle pour vraiment s'assurer que c'est la bonne personne et que c'est la personne qu'on a vue, deux, que la personne soit vraiment en vie. Parce que, à titre d'exemple, on a trouvé plusieurs décédés depuis plus de 7 ans. Et le salaire continue de couler pendant 7 ans. Le salaire allait dans le compte pendant 7 ans. Je ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il utilisait, parce que c'est au cas par cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les salaires continuent pendant des années et des années. Pendant qu'on a des compatriotes qualifiés
qui veulent aussi avoir du travail, même si le rôle de la fonction publique n'est pas d'abord de lutter contre le chômage, mais d'avoir un service public de qualité, mais on peut quand même essayer de prendre des personnes qualifiées, et alors que pendant que ces personnes-là occupent un poste budgétaire, on ne peut pas recruter. Avec un argument supplémentaire, c'est que la masse salariale, on a dépassé le taux de la masse salariale selon les normes de la CEMAC. La masse salariale ne doit excéder 35% des revenus fiscaux. Nous sommes actuellement à 42%. Tout ça pour vous dire qu'on paye l'État, qui est le Léviathan, comme disait Hobbes, l'État qui fait l'effort de payer plus de personnes pour un service public. Malheureusement, dans les faits, on n'a pas le service public qu'on veut. Ça a été dit pendant le dialogue national inclusif, on veut tous une fonction publique efficace, mais on est en sur-régime en ce qui concerne la rémunération du personnel, mais dans les faits, nous n'y sommes pas encore parce que, justement, il y a un bon nombre de personnels qui est toujours en rémunération, mais qui n'est pas à son poste de travail. Dans les faits, et là on est dans plus ou moins, on plonge de plein pied dans les résultats de cette opération. Qu'est-ce que vous avez concrètement constaté? Parce que je rappelle quand même à nos téléspectateurs que vous regardez au milieu de nous une pile de documents que le colonel Osiba, en tant que chef de mission de la commission des vérificateurs, pourra, n'est-ce pas, nous expliquer sur la présence de ces documents, mais bien avant, comprendre dans les faits, qu'est-ce que vous avez découvert? Merci. Quelle est l'autopsie que vous avez pu relever pendant cette task force? Je tiens à préciser que, en tant qu'auditeurs, nous sommes comme des photographes. Nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des chefs hiérarchiques, nous ne nous inscrivons pas en donneur de leçons. Nous sommes des photographes, nous faisons une photographie que nous présentons à ceux qui nous envoient en mission. Les différentes anomalies constatées sont plusieurs. Nous avons des décédés, le salaire passait toujours. Nous avons des gens en mise en disponibilité. Mise à disponibilité, c'est une personne, pour une raison ou pour une autre, surtout personnelle, qui décide de laisser son emploi au sein de la fonction publique pour vaquer à d'autres occupations. Et l'État, les textes le prévoient. Le texte prévoit à quelqu'un, aujourd'hui, je vous donne un exemple, je veux me lancer dans l'agriculture, je peux faire une mise à disposition. Une mise à disposition. Pour un certain temps, 3 ans, je pense, je vais faire mon agriculture, et au bout des 3 ans, je dois soit reprendre mon poste de travail, soit démissionner, soit arrêter. Mais quand vous êtes mis à disponibilité, vous ne devez pas être rémunéré en même temps. Ces personnes devaient avoir la solde gelée. Vous avez des gens en détachement. Généralement, depuis un bon bout de temps, ça se faisait par le passé, mais plus pour le moment, la double solde. Parce que c'est une seule caisse qui vous paye, c'est la caisse de l'État. Que ça sorte de la solde en termes de rémunération, que ça sorte d'une société para-étatique, c'est toujours l'État qui vous paye. Donc vous ne pouvez pas être payé en même temps par la solde et en même temps par l'administration para-étatique dans laquelle vous êtes travaillé. Ça s'appelle un détachement sans solde. Vous êtes en détachement sans solde, vous ne pouvez pas avoir la solde normale et la solde du détachement. Il faut faire un choix entre les deux, mais généralement c'est la plus avantageuse effectivement qu'on garde. Donc quand on trouve une personne en détachement, sa solde doit être gelée. Vous avez des personnes incarcérées. Lorsqu'une personne est incarcérée, évidemment, elle ne peut pas être à son poste de travail. Automatiquement, sa solde doit être suspendue par mesure conservatoire, en attendant la réponse du tribunal. Lorsqu'il est condamné, c'est que c'est par son fait qu'il a été suspendu, il doit être radié, surtout si la condamnation dépasse 5 à 6 mois. On a des gens incarcérés, mais le salaire continue. Il y a des personnes en abandon de poste. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où elles sont. On les a mis sur bon de caisse pendant 4 mois, 4 fins du mois. Et après 4 mois, on ne les a toujours pas vus. Il y a des gens qu'on a vus, mais sauf que l'administration est bien faite, de telle sorte que lorsqu'on est absent à son poste, comme je le disais précédemment, il y a des documents administratifs qui nous couvrent pendant notre absence. Je l'ai dit au début, la rémunération, c'est la rétribution du service fait. Mais les textes nous prévoient, sachant que l'être humain n'est pas une machine, les textes prévoient des dispositions pour être rémunéré, même lorsqu'on est malade. Nous ne sommes pas des machines. Mais lorsqu'on est malade, on doit faire des documents sur l'appui de l'avis médical du médecin. Donc quand vous êtes en absence de poste et qu'après on se rend compte que depuis 6 ans, 5 ans, 7 ans, vous êtes à l'étranger, avec l'argument de maladie, il faut forcément un congé maladie
pour vous donner l'autorisation d'être payé pendant autant de temps par l'État gabonais sans travailler. Mais cette procédure-là, il faut la suivre, il faut la respecter. Elle n'est pas toujours respectée. Et dans ces cas-là, lorsqu'elle n'est pas respectée, ces personnes ont été suspendues par mesure conservatoire. D'accord. Nous allons pouvoir aborder davantage ces questions en deuxième partie de cette émission. Messieurs et dames, je rappelle pour vous qui nous regardez sur Gabon 24 et Gabon Première que nous recevons ce jour la task force, notamment le chef de mission et commissaire vérificateur, le lieutenant-colonel Loïc Siba, madame le vérificateur, commissaire également Josiane Omogué au BAM. Et puis, nous aurons, en deuxième partie également, Madame Karine Itiembou. Nous avons sur ce plateau, pour le compte du ministère de la fonction publique, le secrétaire général de ce département ministériel, le colonel Jonas Sambi, la DCRH, Léontine Nkonwa Mistoul, et puis, pour le compte des syndicats, Pierre Minsa. Ce sera en deuxième partie de cette émission, puisqu'il sera également évident que nous ayons la possibilité de découvrir quels sont ces documents que nous avons au milieu justement de ce plateau, parce que de nombreux Gabonais ont besoin de comprendre ce qui se passe au niveau de la fonction publique en matière de recrutement, mais surtout du fonctionnement de ce département ministériel au Gabon. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission. Vous êtes sur Gabon 24 et Gabon Première. Nous recevons des invités, notamment le chef de mission de la task force, le lieutenant-colonel Loïc Osiba. À ses côtés, il y a le commissaire vérificateur Josiane Omogué au BAM. Et puis en face, il y a, pour le compte du ministère de la fonction publique, le secrétaire général de cette administration, le colonel Jonas Sambi. À ses côtés, il y a également la DCRH de la fonction publique, Léontine Nkonwa Mistoul, et puis Pierre Minsa pour le compte des syndicalistes, des travailleurs du secteur de la fonction publique. Avec vous, on reste sur cette problématique liée au travail qui a été effectué, à ce qui a pu aboutir à ces résultats. Laris Kalor Mamengi, certainement une question pour poursuivre dans ce débat. Oui, une question pour Madame Omogo, à la suite de l'intervention du colonel, lieutenant-colonel Osiba, à la première partie, justement, qui nous parlait de l'autopsie, hein, du constat fait lors de ce travail. Peut-être revenir quand même sur les chiffres. Parce que là, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui pourraient expliquer, n'est-ce pas, ce que vous avez relevé pendant cette opération. Est-ce qu'on peut avoir quand même des chiffres? Donc, à ce jour, nous avons recensé 1130 cas litigieux qui sont repartis de la manière suivante. Abandon, c'est-à-dire les agents non identifiés en abandon, ou bien radiés, mais qui devaient être radiés, mais qui ont toujours payé. Donc, abandon 664, agents résidant à l'étranger 321, les agents en détachement 8, des agents au privé 2, mise à disponibilité 4, cas de maladie 65, incarcérés 11, fraude 8, retraités 2 et décédés 45. Excusez-moi, je reste un peu sceptique hein, sur le nombre de décédés notamment et même de ceux vivant à l'étranger, décédés 45, ceux vivant à l'étranger, bon, je trouve les chiffres un peu minimes. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a une information supplémentaire qu'il fallait ajouter. Cette mission a été plus facile pour nous parce que nous avons travaillé avec la police des frontières. Nous avons eu le concours de la police des frontières qui nous a donné l'autorisation d'avoir accès à tous les déplacements des fonctionnaires hors du territoire. Ils ont une base de données et lorsqu'on a les noms, on compare simplement avec la base de données. On se rend compte qu'une personne quitte le Gabon en telle année et depuis cette année, elle n'est jamais revenue au Gabon. Ou lorsqu'elle est revenue, elle vient à la limite même nous rendre visite. Elle vient pour 1 mois et ensuite elle repart, tout en étant régulièrement payée par mois. Donc les personnes déclarées à l'étranger sont des personnes identifiées. Dans les non identifiés, il y en a aussi. Mais sauf qu'elles sont parties à une date trop loin. Donc on ne peut pas connaître dans quel pays ils sont.
C'était cocasse pour nous de découvrir, par exemple, on a des fonctionnaires régulièrement payés par mois qui sont en République tchèque, en Syrie, en Finlande, grâce aux fichiers de la PAF. Je ne parle pas de la France, du Maroc, des États-Unis, du Canada et autres. Mais ce sont des personnes vraiment qui sont hors du pays parce que par la PAF, qui gère les frontières, on est obligé de savoir si elles sont rentrées ou pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles ne sont pas rentrées. Certaines sont même rentrées pendant le recensement. Lorsque la personne arrive sur le territoire, la PAF nous signale la personne est arrivée. Et lorsqu'elle se présente, elle est surprise que nous, on sache d'où elle vient. Parce qu'on avait déjà des informations. Donc ces chiffres ne sont pas donnés de manière anodine ou de manière hasardeuse. Ce sont des chiffres vérifiés, quantifiables et on peut, lors d'une autre occasion, montrer les dates de sortie, les dates de retour. Et je précise que le record, c'est 28 ans à l'étranger. Je vais rebondir, mon colonel, par exemple, pour ceux dont la PAF a pris soin de vous signaler, une stratégie d'ailleurs c'est la première dans ce type de recensement. Je pense que ce sont des éléments qui ont contribué à l'objectivité et sinon à la pertinence de ce recensement. Comment faire? Je prends un cas d'espèce, je vis en Finlande et puis, bon, à cause du recensement, je suis rapidement arrivée. Et j'ai pu obtenir ma présence au poste par mon chef. Une fois je me présente à vous dans le cadre du recensement, comment vous gérez cette situation? Puisqu'elle a les documents à fournir, elle est à jour sur ce que vous demandez. Effectivement, je tenais à préciser qu'à l'origine, le problème est plus profond qu'on ne le pense. Il est plus profond. Les chiffres donnés, c'est vraiment la dernière couche. Parce que je vous assure que je le dis, je me porte témoin. Cette mission, s'il n'y avait pas eu les circonstances actuelles où le CTRI a fait ce que nous tous savons, ça a permis à beaucoup de personnes d'avoir des coudées franches. Dans d'autres circonstances, je reconnais que pour d'autres personnes, ça aurait été plus difficile. Parce que si vous n'avez pas l'appui de la hiérarchie d'une administration, vous ne pouvez pas trouver les anomalies qui sont à l'intérieur du pays, surtout lorsque les abandons de postes sont encore à l'intérieur du pays. Pour l'étranger, ce n'était pas discutable. Même si la personne la prend au poste, on lui dit clairement que monsieur, nous savons que vous n'étiez pas là. La preuve, donnez-moi votre passeport. Lors d'un petit interrogatoire, la personne finit par vous faire sortir une carte d'assurance étrangère. Pour avoir une assurance à l'étranger, il faut y avoir résidé pendant un bon bout de temps. Ce n'est même pas en quelques mois qu'on a une assurance à l'étranger. C'est parce qu'on y réside et on a posé une procédure à la préfecture pour la régularisation. Donc comment expliquer qu'un fonctionnaire régulièrement payé par mois, quel que soit le motif, se retrouve à l'étranger en train de déposer les papiers de résidence à l'étranger alors qu'il n'est pas diplomate? Donc ces cas-là sont vrais. Et aujourd'hui, la PAF, plus encore une information supplémentaire que j'ajoute, on a eu l'accord du procureur de la République pour avoir des possibilités de regarder les utilisations des cartes Visa de tous les fonctionnaires. Nous avons suivi les règles et on a eu l'autorisation du procureur. Donc c'était une information supplémentaire parce que je peux utiliser ma carte Visa en étant en mission, en étant en stage, mais si en plus du fait de n'avoir pas été identifié à son poste de travail, encore l'entrée et la sortie du territoire et en conclusion l'utilisation des cartes Visa pendant plusieurs fois à l'étranger, je crois que ça coule le sens et lorsque la personne se présente, simplement on ne lui rend pas son bon de caisse et on lui dit d'attendre la suite de la procédure. Madame Abougué, quels sont les chiffres en matière de financement? Qu'est-ce que ça coûte à l'État gabonais lorsque nous avons des cas de ce genre? Écoutez, non, je pense que c'est plus des profits. Par exemple, là, nous avons à peu près plus de 4 000 bons de caisse pour une valeur d'environ 2 milliards. Donc, c'est une opération qui est vraiment bénéfique pour l'État gabonais. Ce n'est pas une charge, c'est un plus. Vous parlez de ces documents? Voilà, de ces documents. Ces documents qui représentent à peu près 4 000 bons de caisse pour une valeur de 2 milliards. Voilà. Donc, c'est vraiment une opération. Mais j'ai envie de comprendre, excusez-moi, on a parlé là de plusieurs recensements qui ont plus ou moins affiché des résultats montrant plusieurs fonctionnaires dits fantômes. Aujourd'hui, nous avons une action qui a poussé jusqu'à à peu près 2 milliards d'économies pour l'État. J'ai envie de comprendre, est-ce que les autres recensements qui, jadis,
avait montré les différents bénéfices que l'État pouvait engranger. Comment se fait-il que l'État n'a visiblement pas pu rentrer dans ces fonds? Ou comment se fait-il que finalement la machine est revenue? Ça veut dire que ceux qui, hier, étaient en situation de bonne caisse ou en situation où on constatait effectivement qu'ils étaient des fonctionnaires fantômes, 1, 2, 3 ans plus tard, ils sont remis sous solde. Et là, cette question, après que vous puissiez répondre, je vais la balancer également à M. Pierre Minsah. Je vais m'interroger, est-ce que ce n'est pas entretenu par l'administration de la fonction publique? Et même à monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, avec... Est-ce qu'il n'y a pas comme une nébuleuse à la dent dure entre le ministère de la fonction publique, voire même la solde? Comment c'est... D'abord à vous, monsieur le secrétaire général, et je me permettrai, avec l'autorisation de l'équipe de réalisation, de récupérer quelques documents pour qu'au moins les Gabonais aient la possibilité de se rendre compte de ce qui est dit sur ce plateau soit avéré. Monsieur le secrétaire général. Oui, merci. Il faut le dire, il faut dire vrai, que tout est question de volonté politique. Tout ce qui s'est passé avant 2023, on le sait tous. Il y avait une complicité qui ne dit pas son nom, aussi bien au niveau de la hiérarchie qu'à la base. Il y avait des complicités. Mais comment imaginez-vous qu'on rend les résultats d'un recensement public et rien ne s'ensuit? Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de réprimande. Moi, je vais par exemple parler de cadre juridique qui nous régit. Nous avons par exemple la loi 8/91 du 26 septembre 1991, si je ne me trompe pas, qui parle des sanctions. Il est dit, par exemple, à l'article 152, alinéa 5, que tout fonctionnaire qui est absent pendant au bout de 3 mois est radié d'office sans consultation des organismes disciplinaires. Mais malheureusement, les textes sont là, mais on n'a pas appliqué. Mais c'est ça l'objectif tout justement de la task force. Nous sommes en transition, nous sommes en train de régler les choses. Et je crois que là, ce sera l'occasion d'appliquer les textes. Mais comment prévenir justement ce tripatouillage-là? Parce que là je vais revenir chez M. Osiba, qui est par ailleurs directeur général adjoint de la solde. Des bruits de couloir signalent que les agents de la solde ne sont pas étrangers à la manipulation des bons de caisse. Comment prévenir justement ces errements? C'est vrai, nous avons aujourd'hui une task force qui est la plus crédible jusqu'aujourd'hui organisée avec des chiffres assez objectifs et vérifiables. Mais comment justement mettre fin à cette nébuleuse, à cette marmaille orchestrée depuis de belles lurettes entre la solde et la fonction publique, finalement des sœurs jumelles, sur la question? La vérité est que je ne vais pas affirmer qu'il y a eu marmaille, je ne peux pas l'affirmer. Ce que je peux dire, et ce que j'ai constaté, c'est qu'en matière de gestion des ressources humaines, l'information doit quitter de la base au sommet. Je donne un exemple par rapport pour que le dernier téléspectateur comprenne ce que j'essaie de dire. Nous sommes dans un ministère, nous avons un décès. Tous les collègues pleurent le décès. On l'accompagne tous jusqu'à sa dernière demeure, sauf que l'information ne remonte pas à la solde. Si l'information n'est pas rendue compte, ne démarre pas de la base jusqu'au directeur central des ressources humaines, qui est censé en informer la fonction publique, qui ensuite, elle, à son tour, informe la solde. Comment la solde peut agir si l'information n'est pas arrivée? La solde ne peut pas s'auto-saisir. La solde, dans son fonctionnement, ne peut pas s'auto-saisir. Il faudrait que ce soit un sectoriel qui envoie des documents qui ont un impact sur la situation globale de la solde. Donc, si l'information ne quitte pas de la base jusqu'à la solde, mais un décédé continue à être rémunéré. Et vous allez voir dans les chiffres des décédés, vous allez à la solde, vous allez avoir un nombre de décédés. Vous irez dans les mairies, le nombre sera différent. Vous irez à l'élection générale du patrimoine, ça sera différent. Parce qu'au patrimoine, c'est là où le fonctionnaire défunt, la famille de fonctionnaires défunts se rapproche pour avoir un appui de l'État en ce qui concerne le cercueil, etc. Donc, tous les décédés, ou la plupart des décédés fonctionnaires, plusieurs décédés fonctionnaires sont déclarés au patrimoine pour le suivi de l'État. Cependant, la solde, l'information n'y arrive pas. Donc, je ne peux pas accuser
je ne peux pas mettre en mal. Déjà, excusez-moi, est-ce que ça a toujours été le cas? Là, vous nous expliquez une norme, une logique qui devrait notamment prévaloir. Mais là, dans le passé, il y a quand même eu beaucoup de situations assez dommageables au niveau de la solde sur le tripatouillage des bons de caisse, où même une organisation serait mise en place dans ces locaux-là. Je parle bien du passé. Concernant le tripatouillage des bons de caisse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de clarté pour que ça cesse? En ce qui concerne la solde, le principe, c'est la bancarisation et le salaire viré à l'intéressé. Le bon de caisse, c'est devenu une particularité. Le premier moyen de paiement, c'est le virement bancaire. Lorsqu'il y a un virement bancaire, on ne peut pas parler de tripatouillage. Je n'étais pas là avant, mais je ne peux pas l'affirmer, puisque c'est le même avant qui a mis en place la bancarisation. Donc, ce qui concerne je parle des effets de solde, des effets administratifs qui bousculent le chiffre global payé par le Trésor en fin de mois. Ce chiffre-là bouge par rapport aux informations qui quittent des sectoriels. Parce que quand on décompose la solde, c'est le sectoriel qui paye son personnel. Lorsqu'il y a un mouvement par un décès, si l'information ne vient par la solde ne peut pas couper. C'est pour ça que je peux expliquer, je m'explique les 7 ans, 4 ans, 5 ans de personnes décédées, mais toujours en solde. À un moment dans la chaîne de l'information, elle s'est arrêtée quelque part, mais n'est pas arrivée jusqu'au bout. Si la solde a l'information que telle personne est décédée, je ne vois pas pourquoi la solde ne va pas suspendre la solde de l'intéressé. S'il vous plaît. Oui, monsieur le secrétaire. Je voudrais renchérir un peu à propos de décès. Oui. Je suis à la fonction publique depuis 2023, ça fait un an à peu près, un peu plus. Si je vous dis aujourd'hui, je reçois les demandes de radiation pour cause décès de 2020, de 2019, même 2018. Mais c'est la faute à qui? Parce que pour radier un décédé, il faut que le parent vienne déclarer, enfin, qu'il apporte l'acte de décès ou bien qu'il fasse la demande pour qu'on radie le décès. Mais nous, à la fonction publique, on n'a pas cette visibilité, encore moins à la solde, parce que, comme vient de dire le colonel, si la solde n'a pas des éléments, ils ne peuvent pas agir. Donc, les torts sont partagés. Quelqu'un décède, c'est les ayants droit, c'est la famille qui doit se présenter à la fonction publique avec une demande pour demander la radiation pour cause décès. Voilà un peu les difficultés que... Voilà. D'accord, Pierre Minza. Merci. Permettez-moi, je crois que ici, il faudrait qu'on regarde d'abord dans quel environnement les Gabonais vivent. Vous avez les fortes chances de rencontrer dans une famille un seul fonctionnaire. C'est lui qui fait vivre la famille. Quand celui-ci décède, c'est l'espoir de toute une famille qui est dans l'eau. Or, les services administratifs sont partout. Vous comprenez bien que pour ce seul fonctionnaire qui laisse toute une famille et qui vivait aux dépens de cet homme, cette famille ne peut pas avoir le courage d'aller faire la déclaration de leurs parents décédés à la fonction publique. Non, parce que la source des revenus sera coupée, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas interconnexion entre les services parce que les décédés sont déclarés où, premièrement? Ils sont déclarés à la mairie. Donc vous comprenez que les services doivent être en interconnexion. Parce que dès lors que les décédés sont déclarés au niveau de la mairie, si au niveau de la mairie, ils disposent d'un fichier solde, automatiquement l'interconnexion fera que la déclaration qui a été faite à la mairie se répercute au niveau de la fonction publique. Deuxièmement, nous courons tous vers le patrimoine pour solliciter les aides funéraires. À cet instant-là, le patrimoine est une direction générale sous tutelle du ministère du Budget. La solde aussi est une direction sous tutelle de la Direction générale des finances publiques qui est au niveau du ministère du Budget. Donc, si la mairie n'a pas pu mettre en place, si les services publics n'ont pas pu mettre en place cette interconnexion, mais le patrimoine devrait le faire. Mais le patrimoine ne le fait pas, vous voyez. Donc, pour moi, j'estime que avant le 29 août 2023, c'était entretenu. Je m'en vais vous citer quelques éléments de preuve. D'accord. Quand il y a eu l'opération de mise en bon de caisse en 2018 par Ali Akbar Onanga Yobege,
on délivrait aux agents du Grand Libreville un document qu'on appelait l'attestation spéciale pour pouvoir récupérer votre bon de caisse. Parce que la mise en bon de caisse est un mode de paiement, ce n'est pas une sanction. Ça permet la vérification, la mise en bon de caisse. Qu'est-ce qui a justifié le fait que ceux qui sont dans la diaspora, parce que quand je regarde un peu les effectifs qui ont été donnés par la dame en face de moi, ceux à l'étranger, je crois, ils sont 321. Ils ne sont pas à l'étranger aujourd'hui. Ils sont à l'étranger depuis des années. Ça veut dire que quand il y a eu opération de mise en bonne de caisse en 2018, ils étaient à l'étranger. Ils sont venus de l'étranger pour venir récupérer les attestations spéciales parce que ces bons de caisse se faisaient distribuer ici au gymnase Angondje. Qui a établi les attestations? C'est l'administration. C'est vous les responsables. Ce n'est pas Pierre Minsa en tout cas. Donc, c'est une complicité. C'est une complicité. C'est l'administration. Donc, à ce niveau-là, moi, je vais aller beaucoup plus vers ce que nous devons faire. C'est la raison pour laquelle j'estime que les commissaires qui ont été commis à cette tâche, c'est la première fois dans l'histoire du Gabon que les résultats issus d'un recensement des agents de l'État, c'est la toute première fois que ces résultats sont connus et publiés au grand public, avec les conséquences financières qui constituent des profits et non des pertes. Les décédés, je crois qu'ils sont dans notre tableau 45. Mon Dieu, nous sommes dans quelle administration? Qui recrute? C'est la fonction publique. Qui met à la retraite? C'est la fonction publique, n'est-ce pas? Ça veut dire, non, avant de décéder, nous parlons d'abord de la retraite. Ils sont deux. Comment comprendre que la fonction publique qui délivre le premier document de recrutement, la fonction publique qui délivre le dernier document qui fait de vous l'homme ou femme à faire valoir ses droits à la retraite, que cette fonction publique ne soit pas informée de ce qu'il y a encore des retraités qui continuent à percevoir la rémunération. Or, dès lors que vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite, automatiquement, vous êtes radié des effectifs. Et la fonction publique aujourd'hui, sans pourtant prendre parti, je sais qu'un an avant votre date de mise à la retraite, la fonction publique fait des notifications. Donc, ces cas-là sont aussi entretenus. Entretenus par qui? Par l'administration. Pas par n'importe qui. Ceux-là qui ont la responsabilité administrative. Donc, les DCRH, les EG, les directeurs de la SOL, c'est vous tous. Si ce n'est pas vous personnellement, mais ce ne sont pas les robots qui sont derrière les postes. C'est bien les hommes, n'est-ce pas? Alors, à cet instant, qu'est-ce qui justifie encore la présence d'un retraité dans les effectifs de la fonction publique? C'est la question que nous sommes tentés de nous poser. Et regardez un peu la conséquence néfaste que cela engendre. Nous nous accordons à dire que la fonction publique n'a pas pour rôle de régler le problème du chômage. Nous nous accordons sur ce point-là. Mais cet argent que nous voyons là, avec ceux-là qui ont abandonné 664, ils sont comptés dans les effectifs actuels de la fonction publique. Pourtant, ils ne servent pas à la fonction publique. Donc, ce sont les obstacles qui empêchent les jeunes générations d'entrer à la fonction publique. Donc, ce sont toutes ces anomalies qui nous amènent à dire que la fonction publique est saturée. Qu'est-ce que nous devons faire? Si vous me le permettez. Si vous me le permettez. Ouais. Nous savons que nous allons respecter la procédure. Mais ici, le détachement. On peut être en détachement avec solde. Tout comme on peut être en détachement sans solde. Mais le cas qui nous intéresse ici, c'est le cas des détachements avec solde. Non, ceux-là sont avec solde. Ceux-là sont sans solde. Dans ce cas, ils ne constituent pas un problème. Si. Mais ce qui constitue un problème, ceux qui sont en détachement avec solde. Si, c'est un problème, sans solde, parce qu'ils ne devaient pas être payés, puisqu'ils sont payés là où ils sont. N'est-ce pas? Sans solde. Ils sont en détachement avec ou sans solde? Ils sont en détachement sans solde, mais ils étaient quand même dans la fiche des fonctionnaires. Ok. Ils n'avaient pas informé l'administration de leur détachement. Mais qui autorise le détachement ou la mise à disponibilité? C'est l'administration. Oui. C'est l'administration, ce n'est pas un individu comme Pierre Minsa qui n'occupe aucun poste. C'est bien l'administration. Alors, est-ce que la procédure qui veut qu'on leur mette les gens en débat n'existe plus? Ça existe. Mais voilà l'une des solutions. Tous ceux-là qui ont indûment
été payés. Oui. Tous ceux-là qui ont indûment été payés doivent être mis en débat. C'est là où nous devons Mais aller. Monsieur Mintsa, justement, c'est des belles propositions que vous faites ici, mais seulement nous restons encore sur notre faim, sur la suite donnée à ces événements-là. Le colonel Osiba disait qu'il faudra l'application des textes. Est-ce qu'aujourd'hui, on va sur cette lancée? Est-ce que finalement, on ira jusqu'au bout des choses? C'est ce que les textes disent. Parce que l'État ne peut pas jeter de l'argent par la fenêtre. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Comme je dis à tous ceux qui sont venus pendant le recensement qui était en litige, ceux qu'on a reçus évidemment, je leur ai bien fait comprendre que votre salaire vous appartient après service fait. Tant qu'on n'avez pas travaillé dans le mois, ou vous n'avez pas une autorisation de votre administration de ne pas être présent au poste et d'être quand même rémunéré, cet argent ne vous appartient pas. Donc c'est l'argent de tous les Gabonais. Tant que vous ne faites pas le travail pour lequel on vous paye sur le service de ces mêmes Gabonais. Vous ne travaillez pas, vous ne devez pas être payé. Mais mon colonel, quelle est finalement la suite donnée à ces dossiers que nous avons, à ces bons de caisse qui sont en face de nous? C'est plus de 4000 bons de caisse d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. Quelle est la suite qui sera donnée à ces bons de caisse? Selon mon analyse personnelle, nous allons changer de régime. Nous allons quitter d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Le chef du gouvernement actuel ne sera pas le même chef du gouvernement après l'élection présidentielle. Si ça doit se faire avant, c'est au chef du gouvernement actuel de lancer les procédures. Si ça doit se faire après, ce sera au président de la République, comme le précise bien notre Constitution, qui sera chargé de terminer la procédure. C'est l'erreur qui a été faite dans les anciens recensements. Nous ne sommes pas allés au bout des procédures. Quelqu'un qui en abandonne le poste pendant 5 ans, lorsqu'il revient 5 ans après, et vous êtes à la solde, et vous avez une administration hiérarchique qui demande de le remettre en solde. Comme je vous ai dit précédemment, la solde ne peut pas s'auto-saisir. Le directeur de la solde ne peut pas décider de ne pas mettre cette personne en solde. Parce qu'il n'y a pas un document administratif qui l'en empêche. Donc, ces procédures doivent aller jusqu'au bout. Pour moi, et que ces personnes-là doivent être mises en débat, comme disait M. Mintsa, la loi le prévoit. La mise en débat, ça veut dire que le montant pris, l'État doit le récupérer d'une manière ou d'une autre. Et enfin, elles doivent être radiées, de telle sorte que lorsque la personne revient de l'étranger ou de sa non-identification, après 4 mois sur bon de caisse, elle doit trouver à son poste de travail un document de radiation, tout simplement. Madame Omogué Obam, au regard de tout cela, il y a par exemple au sein de l'administration publique les agents de la main-d'œuvre non permanente. Quels sont les chiffres à la suite justement de ce travail abattu par cette task force? Comme vous le précisez, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase de l'identification de la main-d'œuvre non permanente, la MONP, et il y a eu la phase de la permanente. Je vais donner la parole au colonel Osiba pour exposer sur la MONP, parce que je n'ai pas participé à cette phase. D'accord. Et nous allons d'ailleurs y revenir en deuxième partie, en troisième partie de cette émission, messieurs et dames. SG, je vous en prie. Si vous me permettez, Oui. je voulais rebondir un peu sur les propos de M. Mintsa au sujet des décédés. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit qu'il faut l'interconnexion. Je suis d'accord. C'est la faute de l'État, de l'administration. Mais j'ai dit au début que, en ce qui concerne les décédés, si on trouve, par exemple, 45 décédés à ce jour à la fonction publique, c'est parce que si on ne nous signifie pas, si on ne nous notifie pas qu'il y a un décès, c'est vrai, on peut constater au niveau professionnel qu'il y a un tel qui est absent. Mais si, seulement si, quelqu'un ne vient pas déclarer, ou du moins annoncer le décès d'un agent, qu'est-ce que la fonction publique peut faire? Mon colonel, Oui. vous n'allez pas nous dire que c'est toujours du fait que la fonction publique n'est pas l'information. Il existe bel et bien un réseau qui entretient cette situation. Moi, je veux bien. Mais Il existe. Il est unanimement reconnu ici qu'il y a eu des complicités. Il y a des complicités, M. Mintsa l'a dit. C'est-à-dire que pour une famille qui perd un agent, ils aimeraient d'abord gagner un peu de sous avant de venir déclarer. Ça, on le connaît. Et la complicité, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que
on ne peut pas, on ne reconnaît pas ici qu'il n'y a pas eu complicité. Non, il y a eu complicité. Mais je dis, il faut bien que les gens prennent conscience pour effectivement aider l'administration à évoluer. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis d'avis que, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des dispositions statutaires, il y a des dispositions disciplinaires qui sont prévues, mais si on ne sanctionne pas les gens, mais ça va toujours continuer. D'accord. Voilà. Nous allons y revenir sur les chiffres en troisième partie de cette émission, d'ailleurs, avec les vérificateurs de la Task Force. C'est dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. De retour sur ce plateau avec nos invités. Il y a, comme vous le savez depuis le début de cette émission, le chef de mission de la Task Force, le lieutenant-colonel Loïc Osiba. À ses côtés, il y a le commissaire vérificateur qui nous a rejoint, Madame Karine Itiembou. En face, il y a le ministère de la fonction publique représenté par le secrétaire général, le colonel Jonas Issambi, et puis Madame la DCRH, Léontine Nkoa Mistoul, et à ses côtés, il y a Pierre Minza, syndicaliste. Alors, revenons sur les chiffres. Revenons sur l'ambition donnée en ce qui concerne cette task force. Lieutenant-colonel, dites-nous concrètement, nous parlions par exemple de la main-d'œuvre non permanente. Qu'en est-il aujourd'hui de ces chiffres? En passant la parole, bien sûr, à Madame à côté, qui est également vérificateur. Merci à vous. Alors, s'agissant de la main-d'œuvre non permanente, sur un effectif de 603 agents, l'impact financier mensuel est de 111 878 657 francs. D'accord. L'impact financier annuel est de 1 342 543 884 francs. Et là, on parle des personnes dont les bons de caisse... Les bons de caisse n'ont toujours pas été touchés, perçus. D'accord. Lieutenant-colonel, comment peut-on arriver à une telle situation? Je vous donne l'exemple de l'hôpital Lovendo. Oui. Je suis allé à l'hôpital, on a commencé par la santé, ce qui concerne les mains non permanentes. À l'hôpital Lovendo, on arrive, on se présente, on voit le directeur général de l'hôpital Lovendo. On lui présente, selon le fichier solde de novembre 2023, le nombre de personnels mains non permanentes régulièrement payés par l'État gabonais. Et elle compare avec ces chiffres, elle se rend compte qu'il y a un nombre important de personnels payés par mois qu'elle ne connaît même pas. À mon avis, à un moment ou à un autre, ils ont été vraiment affectés ils ont été vraiment recrutés dans cette administration, vu le fait que la main permanente est censée être fixe. Chaque administration a ses crédits, vous recrutez du personnel sur ces crédits, et ce personnel vous appartient. Ce n'est pas comme avec les fonctionnaires qu'on peut les affecter à gauche, à droite. Sauf que avec le changement de responsable, au fur et à mesure, les personnes non permanentes se sont éclipsées de leur poste de travail tout en étant toujours rémunérées. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a un personnel suffisant de brancardiers à cet hôpital-là, selon la solde, qui devait permettre de faire en sorte que lorsque vous venez malade, les brancardiers s'occupent systématiquement de vous. Ce personnel est payé sans être à son poste de travail. Et c'est la même chose dans la santé, dans l'éducation nationale, dans la plupart des grands ministères, où ces 603 personnes, sur l'ensemble des personnes non permanentes de Libreville, ces personnes-là ne sont pas présentées simplement pendant le recensement. Et pour celles qui sont présentées 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on les a vus ressortir lorsqu'on les a mis sur bon de caisse. Pour les non permanentes, on les a mis sur bon de caisse au mois de janvier. Donc, 3 mois après, on met sur bon de caisse, les personnes absentes depuis 3 mois, tout d'un coup, elles sortent. Elles se présentent, oui, je suis de telle administration, je n'ai pas eu de salaire. Monsieur, où étiez-vous? On vous donne des arguments, mais aucun document administratif. Du coup, tout le monde peut venir dire que j'étais malade, que j'avais tel problème, j'avais tel, mais il n'y a aucun document. Donc, au finish, après 3 mois, 4 mois de mise sur bon de caisse, on a contacté, en ce qui concerne les mains non permanentes. La main non permanente est un personnel hybride. C'est un personnel payé par l'État, mais qui a des statuts du Code du travail. Donc, on s'est appuyé sur le Code du travail. On a demandé à tous les secrétaires généraux de suivre la procédure seulement du Code du travail. Et en s'appuyant sur les articles du Code du travail, un entretien entre l'employé et l'employeur, cet entretien remplace le conseil de discipline qui a chez les fonctionnaires
Et au bout de cet entretien, le chef administratif qui gère les crédits, qui permet de les payer, décide si cette personne, s'il faut la garder ou pas. Et ces personnes n'ont pas été gardées. Ce qui nous a donné aujourd'hui 603 personnes suspendues définitivement, une manne de 111 millions mensuels et 1 milliard, près de 2 milliards à l'année. D'accord. Colonel Jonas Sambi, vous qui êtes le secrétaire général du ministère de la fonction publique, peut-on parler d'un fait de corruption, par exemple? Parce que l'administration publique gabonaise a souvent été pointée du doigt en parlant de faits de corruption. Il faut dire que la corruption, elle est partout. D'accord. Elle est partout dans notre administration. Mais je sais qu'avant août 2023, il y avait la corruption. Ça, il faut le dire. Même au niveau de la fonction publique, il y en avait. Et je crois que notre arrivée à la fonction publique, le CTRI, en un mot, a pu mettre fin à ça. Pour preuve, les contrôles qu'on effectue au niveau de la fonction publique nous donnent des résultats satisfaisants. Ce qu'on reprocherait là-bas, c'est certainement la lourdeur, la lenteur. Mais en ce qui concerne la corruption, je pense que, vous savez, il y a toujours des petites poches, hein, des gens qui sont des brebis égarées. Les mauvaises habitudes en apôtre. On ne peut pas éradiquer cela, mais ce qui est vrai, c'est qu'après août 2023, je pense que cette affaire de corruption a été quand même... je ne dirais pas que ça a été éradiqué, mais ça a quand même diminué. Mais comment garantir que ce que nous avons décrié pendant plusieurs décennies ne refera pas surface? Est-ce qu'il y a entre-temps la mise en place de mécanismes de garde-fous pour pouvoir mettre fin ou prévenir ces cas de fraude observés? Mais moi, je préfère m'appuyer sur les textes. Il y a eu l'impunité, madame. Il y a eu l'impunité, et même à présent, il y a l'impunité. Moi, je dis, ça fait plus d'1 an que je suis là-bas, mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est passé en conseil de discipline ou qui a fait une demande d'explication ou qui a présenté, enfin, qui a été sanctionné d'une manière Pourtant, générale. les cas d'indiscipline dans les Pourtant, administrations sont Pourtant, il y en a. Mais je vous rassure que depuis mon arrivée là-bas, je crois que je ne fais que dire ça, menacer, parce que j'avais commencé déjà avec les demandes d'explication et des avertissements. Et il n'y a pas longtemps, moi, j'ai réuni les agents d'appui qui, effectivement, brillent par l'absentéisme au travail. Et je leur ai dit qu'on va remettre sur la table le conseil de discipline. Donc, c'est des éléments dissuasifs qu'il faut mettre en place et il faut punir les gens. Voilà. Madame Listoul, vous souhaitez rajouter Oui, je voudrais renchérir en disant ceci. L'administration gabonaise a ceci de particulier qu'elle a de beaux textes. Elle souffre juste dans l'applicabilité. Nous avons le décret qui organise le statut général des fonctionnaires, qui largement nous édifie sur les différentes positions de l'agent public et notamment les sanctions qui peuvent s'en suivre. Malheureusement, aujourd'hui, l'administration publique n'a pas pris ses responsabilités et l'agent public, malheureusement, semble ignorer la loi. Pourtant, il est bien dans une position statutaire et réglementaire. D'accord. Alors, termine ça. Vous qui plaît. défendez, je vous en prie, colonel, vous qui défendez la plupart du temps les syndicalistes du secteur de la fonction publique, mais à côté, il y a des Gabonais en attente d'intégration à cette même fonction publique. Quand vous regardez cela avec les Gabonais qui nous suivent aujourd'hui, il y en a tellement de bons de caisse, finalement, des bleus, de roses, des verts. Quel est l'avenir que l'on pourrait donner à ces autres Gabonais qui, pendant de nombreuses années, ont espéré, rêvé, pensé, supplié qu'en réalité, leur pays, que l'État leur donne une chance? Les Gabonais diplômés, pour la plupart. Voilà. Merci. Alors, quand on regarde un peu tous ces bons de caisse,
tous ces bons de caisse, avec des effectifs que nous voyons ici, il y a un critère qui m'intéresse particulièrement, la fraude. Il est écrit quelque part là-bas, fraude. La fraude, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire que les diplômes avec lesquels j'ai été recruté ne sont pas conformes? Ça veut dire les diplômes trafiqués? Alors, quand on regarde un peu toutes ces anomalies, abandon. L'abandon, dès lors qu'il est constaté qu'il y a abandon volontaire du poste, ça veut dire que ce sont les emplois qui se libèrent. Les emplois sont libérés là. Ça, nous avons ici 1130 postes budgétaires qui sont peut-être ailleurs, mais ces individus prennent de l'argent du contribuable pendant des années. Pendant des années. Ça génère je voudrais dire, des bénéfices de 6 milliards, je crois bien. 6 milliards, 839 millions et poussière. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on doit dire à partir de cet instant-là? Est-ce que nous sommes toujours en droit de dire que la fonction publique est saturée? Pour ma part, il y a des jeunes Gabonais qui suivent cette émission actuellement. Ils savent qu'au niveau de la fonction publique, je ne parle pas de la fonction publique ministère, je voudrais parler de l'administration publique, qu'il y a des emplois, il y a des postes budgétaires qui traînent par le fait que, lors de ce task force, nous avons fait beaucoup de découvertes utiles. Il y a un décédé est un fantôme, pour ma part. Un retraité qui se retrouve encore dans le fichier des effectifs de la fonction publique est un fantôme. Les cas de fraude, c'est les fantômes. Les abandons de postes, c'est les fantômes. Mais il nous reste maintenant à savoir, dans l'opération qui a été menée avec succès, et une fois de plus, félicitations, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé un peu quand on sait qu'au niveau aussi de l'administration, sinon de la fonction publique, je parle en présence du secrétaire général ici, il se trouve qu'un enseignant qui a été affecté à l'école publique de Lalala pendant 5 ans, qui est désormais affecté à Moyokie. L'administration de l'éducation nationale n'ayant pas fait son travail pour harmoniser les codes d'affectation ou les codes d'établissement, cet agent se trouve être en bon de caisse aujourd'hui. Parce qu'on a cru le recenser à l'école publique de Lalala, alors que depuis 3 ans, il n'est plus à l'école publique de Lalala, il exerce désormais où? Au niveau de l'école publique de Moyokie. Donc, si ces éléments sont dans notre recensement-là, je voudrais solliciter humblement que ces gens-là ne sont pas des fonctionnaires fantômes, qu'on les retire de ce lot et les autres, on procède à la procédure qui veut qu'on les mette d'abord en débat et la procédure de radiation suit. Et une fois la procédure de radiation allée à son terme, les jeunes qui frappent à la fonction publique ont beaucoup plus de possibilités d'entrer. D'accord. Cela m'emmène à vous poser une question avant la réponse du lieutenant-colonel Pierre Mintsa. Sauf que malheureusement au Gabon, les fonctionnaires, surtout ceux du secteur de l'éducation, n'ont jamais observé de mouvement de grève pour des mécontentements en rapport avec des affectations à l'intérieur du pays parce que les conditions et les commodités n'étaient pas réunies. On a souvent observé des mouvements de grève pour des questions d'effectifs pléthoriques, de primes, de paiement de vacations et autres, notamment à l'estuaire, dans la capitale, par exemple. Que dire à partir de ce moment? Combien aujourd'hui de fonctionnaires ont observé de mouvements de grève au Gabon pour solliciter que de meilleures conditions leur soient allouées là où ils ont été affectés? Toutes les grèves qui sont menées portent pour objet de revendication l'amélioration des conditions de vie et de travail. Dans l'amélioration des conditions de travail, l'administration ferme souvent les yeux. Peut-on imaginer qu'un seul agent puisse passer au Gabon 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire et qu'il se présente au 4e mois? Ça veut dire que cet agent n'était pas en principe pas au Gabon. Parce que nous, on ne vit qu'avec nos salaires. Si vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois sans aller prendre votre bon de caisse, ça cause déjà problème. Vous, Gaïa, journaliste, vous pouvez vivre pendant 2 mois sans toucher votre salaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et quand vous parlez un peu
de ces enseignants-là qui ne font pas la grève pour revendiquer les meilleures conditions de travail. Ah, et votre collègue, Mme Lariska, venait de dire les primes, oui. Mais au budget chez eux, vous ne voyez pas qu'ils font des grèves à cause des primes, alors qu'ils sont vachement bien payés. Et quand il s'agit de l'éducation nationale, vous voulez en faire un problème. Et les vacations coûtent combien par rapport à ce qu'eux gagnent comme fonds commun là-bas? Donc le problème devrait pas être à ce niveau. Revenons sur terre et nous disons, tous les Gabonais doivent désormais se dire, c'est vraiment enfin notre essor vers la félicité. Ça veut dire que ceux-là qui frappent à la fonction publique, avec ces résultats, ils ont déjà une chance d'entrer à la fonction publique. Pourvu que la fonction publique ne soit plus toujours en train de nous dire que votre dossier est toujours en instance de recrutement 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pourvu que la fonction publique ne soit plus en train de nous dire que votre texte est toujours en machine. Donc ce sont les erreurs que nous devons corriger parce que nous voulons tous un lendemain meilleur. Lieutenant-colonel. Bon, il y a des précisions que je dois apporter, effectivement. Oui. Lorsqu'il écrit fraude, ce ne sont pas les fraudes qu'on a constatées à cause des diplômes. Un diplôme présenté, nous n'avons pas la qualification, la qualité de dire que c'est un vrai ou c'est un faux. Les fraudes constatées, ce sont des personnes qui ont falsifié des documents administratifs pour pouvoir entrer en possession de leur bon de caisse. Nous avons des gens qui ont pris, vous prenez une pièce d'identité, la photo est changée et on met un visage d'une personne qui se présente. Et lorsque on se rend compte tout de suite que, mais attention, la pièce que vous m'avez présentée, c'est pas, on sent qu'elle a été falsifiée. Ou alors des présences au poste signées par une tierce personne. Des présences au poste falsifiées en bonne et due forme. Il y a une présence au poste, je le dis puisque j'étais sur le terrain, d'un ministère dont je te le nom par discrétion. La personne s'est présentée avec une présence au poste où il y avait son nom et lui-même les signataires. Moi, je lui ai dit, c'est possible. Même le président de la République lui-même ne peut pas signer sa propre présence au poste. C'est le SG de la présidence qui va signer sa présence au poste. Donc, tout de suite, on sent une anomalie. Toutes les missions qui ont été faites au sein de la task force, dès qu'on rencontre une anomalie, on la met à la personne idoine. Et nous, notre travail s'arrête là. C'est à eux de faire la suite. En termes de perspective, mon colonel, c'est vrai qu'on va évoluer justement vers cela. Est-ce que les réflexions menées tiennent compte de ce caractère transversal du problème? Parce qu'après, vous pouvez décider, enfin faire des recommandations, mais si le ministère de la Santé, notamment les médecins qui se rendent parfois coupables ou complices, n'est-ce pas, de ce tripatouillage de dossiers, si la fonction publique ne joue pas le jeu, notamment en recueillant le maximum d'informations sur la gestion de la carrière de ces agents, si la solde, bien entendu, aussi ne joue pas le jeu en matière d'assainissement des finances, comment cette stratégie, comment les mécanismes pour garantir la pérennité de notre fichier pourront être efficaces? Je parle ici des mécanismes. En termes de gestion des ressources humaines, il y a une règle essentielle. La gestion des ressources humaines ne peut pas être l'apanage d'une seule personne. C'est tout un ensemble. C'est une personne, nous ne pouvons pas compter sur les autres. Le 30 août, on a tous crié changement, changement, changement. Mais les autres doivent changer sauf soi. Non, tout le monde doit changer, dans le bon sens, bien sûr. La gestion des ressources humaines, elle se fait de la base au sommet et par tout le monde. Chaque chef à qui l'État confère une certaine qualité de gérer un personnel a le devoir de remonter toutes les informations jusqu'au sommet de la pyramide. C'est pour ça qu'on ne peut pas pointer du doigt seulement la fonction publique et seulement la solde ou seulement le trésor. Non, il faut pointer du doigt tous les gérants administratifs, toute la chaîne administrative, parce que l'information doit quitter, comme je le disais précédemment, de la base jusqu'à la pyramide. Donc c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire de X ou Y, c'est une affaire de tous. D'accord, c'est une mission inédite que vous venez de réaliser. Quelles sont les économies potentielles réalisables à ce jour? En ce qui concerne les fonctionnaires, sur les bons de caisse que vous avez là, ça c'est la présence de 4 mois de bons de caisse. Nous sommes à 2 milliards. Si on fait une projection, en un an, ça fait à peu près 7 milliards pour les fonctionnaires, plus 1 milliard et quelques pour les main-d'œuvre non permanentes. On avoisine les 9 milliards l'année, rien que pour ceux qui n'ont même pas pu trouver de solution. Tout en sachant que ça, nous sommes dans l'extrême. Il y a des gens qui étaient en absence courte durée, pas forcément longue durée. Donc, l'impact de cette audit n'est pas seulement du point de vue financier ou pécuniaire, non. C'est aussi du point de vue des comportements. Parce que nous, on a eu des contacts avec certains SG qui nous ont dit que depuis l'opération,
ils ont eu une augmentation des demandes. Il y a des situations où la personne a vraiment droit à un papier, mais elle ne se fatigue même pas à faire les demandes. Je le dis comme ça, un ministère, une femme enceinte, elle est enceinte, elle est à terme. Elle prend la décision d'aller accoucher à l'étranger. Elle part à l'étranger, elle accouche, elle revient avec un bébé en main. Mais elle n'a aucun document administratif qui lui a permis de rester 3 mois à l'étranger. C'est-à-dire que même quand elle est en raison, elle n'a même pas le réflexe de faire la procédure administrative. Elle avait droit à un congé de maternité. Elle y avait droit, mais elle n'a même pas pris elle n'a même pas eu le réflexe de demander le document. Pour vous dire à quel point nos administrés, nos collègues ont mis un trait sur les procédures administratives. Est-ce que ce n'est pas par méconnaissance? Mais une association bien connue dit que personne n'est censé ignorer la loi. Mais pour ne pas connaître la loi, il faut que la loi soit d'abord près de vous. D'accord, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Lieutenant-colonel, je vous repasse la parole. Qu'en sera-t-il? Quel avenir donner justement pour toutes ces personnes dont les bons de caisse sont aujourd'hui placés sous votre responsabilité? D'accord. Cette mission a été faite en collaboration avec le Premier ministre. Toutes les interventions du Premier ministre sont cohérentes, à mon sens. Depuis sa prise de service en tant que Premier ministre jusqu'à aujourd'hui. Il a commencé par les SG et les DCRH quand il a commencé, son travail. Ensuite, il a parlé aux SG et aux inspecteurs généraux. C'est parce que justement, je pense qu'il veut en arriver là. Le but n'est pas seulement de suspendre. Suspendre, ce serait que déplacer le problème. Les suspensions et les radiations ou les avertissements selon les décisions du conseil de discipline servent à redresser le comportement. Ce n'est pas fait pour faire du mal à quelqu'un, c'est fait pour redresser le comportement. Et de là, on peut maintenant attaquer le problème de base qui va permettre de faire une gestion provisionnelle des emplois et des compétences qui nous permettra de mieux gérer notre gestion du personnel. Vu par le fait que la gestion du personnel engendre forcément des coûts qu'il ne faut pas oublier. Donc cette gestion des coûts-là, mieux le personnel est géré, mieux on arrive à une certaine efficience et pas seulement une efficacité. Parce que nous, on pense à l'efficacité, d'accord, mais aujourd'hui, le monde pense à l'efficience. Atteindre le même objectif avec le moindre. Autrement dit, qu'est-ce que vous allez faire de ces 4066 bons de caisse? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État peut rentrer en possession de cet argent ou est-ce que cet argent est sorti des caisses de l'État finalement? Comment comprendre ce Gabonais lambda qui nous regarde et qui n'est pas forcément concerné par la question, mais qui apporte un intérêt à cette question? Qu'est-ce qu'il doit retenir de tous ces bons de caisse? Qu'est-ce que vous allez en faire par la suite? Et quelle sera la position de l'État sur le plan financier par rapport à cette question? Je tiens à préciser que je ne veux pas aller dans des expressions techniques, mais comptablement, cet argent est considéré comme une dépense. Mais en réalité, cet argent est dans les caisses de l'État. C'est déjà disponible dans les caisses de l'État, puisque ces personnes, pour que la dépense soit effective au niveau du Trésor, il faudrait que chaque intéressé se présente à la caisse du Trésor pour retirer cet argent. Cet argent est dans les caisses de l'État. Maintenant, il y a un problème à régler. Il ne faut plus que ce phénomène revienne. Lorsqu'on met en place une task force, il faut dire la vérité, c'est un aveu de faiblesse. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Une task force n'est pas réglementaire. Elle est faite parce qu'il y a déjà un dysfonctionnement. Du coup, nous, on doit se battre. Quand je dis nous, je parle de la tête de l'État qui doit se battre, à mon sens, pour ne plus que ça arrive. Mais effectivement, il y a d'autres problèmes, mais il faut d'abord régler ceci. Et le problème d'interconnexion, c'est palpable. Comme disait tout à l'heure monsieur Minsa, l'interconnexion entre les administrations, c'est important, c'est vrai. C'est force de tout ceci, et avec le courage et l'effort de tout le monde, que nous pourrons arrêter de tomber dans ce genre de piège en laissant des gens à l'étranger pendant des années, hors de leur poste de travail pendant des années, des malades qui sont suivis administratifs pendant des années. Pendant ce temps, l'État continue de payer comme une machine. Non, je pense que ça doit s'arrêter parce que cet argent-là doit être utilisé à bon escient. Lieutenant-colonel, alors moi j'ai en ma possession cette chemise avec autant de bons de caisse. Soit dit en passant, si je rentrais chez moi avec tout ceci, est-ce que j'aurais le droit d'appeler les uns et les autres et leur demander de venir les récupérer et pourront les toucher? Dites-nous concrètement. Concrètement, c'est pour ça que vous faites bien de poser la question. C'est pour encore une fois montrer l'éthique et la moralité des gens qui ont fait cette mission. Ouais. Là, nous parlons de 2 milliards. S'il y avait des gens malhonnêtes,
vous ne les aurez jamais vus. Il suffit d'appeler chaque personne et puis on fait une entente. C'est une preuve encore que nous sommes à l'orée du changement. Notre effort vers la félicité n'est pas un slogan. Ouais. Ça ne doit pas être qu'un slogan. Tout le monde doit le prendre à bras le corps et le mettre en pratique. On a beaucoup parlé. Il est temps d'aller dans la pratique. Alors, mon colonel, je vais poser Ce sera la une dernière question. Ce sera d'ailleurs la dernière. Après cet audit minutieusement diligenté qui nous a donné aujourd'hui des résultats que nous n'avons pas souvent eus lors des précédents recensements, quels sont aujourd'hui les véritables chiffres de la fonction publique en matière du nombre de personnels, sinon d'agents régulièrement en poste à la fonction publique, en matière du nombre d'agents qui pourraient subir des sanctions de radiation si jamais, pour une fois, la procédure viendrait à son terme? Quels sont véritablement les chiffres au sortir de cette audit? Les bons de caisse ici présentés concernent 1130 agents. Donc, c'est 1130 agents qui doivent passer soit en conseil de discipline, soit en radiation directe. Sachant qu'à l'intérieur, il y a des personnes. Vous avez vu des bons de caisse roses. Les bons de caisse roses, ça concerne des personnes qui sont en pré-salaire. C'est comme des stagiaires. Vous ne pouvez pas être en stage et vous allez déjà en conseil de discipline. Cela doit être radié de manière directe. Et le reste, ça sera aux autorités de mettre en place ce système, soit des conseils de discipline, soit des conseils de discipline interministériels, pour que tout le monde soit jugé de la même façon. Tout dépendra des textes que l'administration va mettre en place, mais surtout qu'il y ait des exemples pour ne plus tomber dans ce piège et que enfin nous ayons de l'avant dans notre administration. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, le message semble avoir été passé en espérant que pour ce qui concerne justement cette fonction publique, vous également vous ayez les armes pour tenir de main ferme un fonctionnement d'une fonction publique qui soit régulière et effective. D'abord, je me réjouis d'abord de ce que ce plateau ait lieu. Cela a permis de clarifier les esprits et d'interpeller à plus d'un titre. La preuve, elle est là. On nous suit, le public nous suit. Ce n'est plus du bluff, permettez-moi le mot. C'est la réalité, elle est là. Mais en ce qui concerne une fonction publique performante, tout justement, il faut que les hommes s'y mettent. C'est une affaire d'hommes. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour qu'on puisse décoller d'une autre manière et abandonner les vieilles habitudes. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que pour cette émission, il y avait le chef de mission, le lieutenant-colonel Loïc Osiba de la Task Force. Et puis, à ses côtés, il y avait également le commissaire vérificateur, Madame Karine Itiembou. En première partie, il y avait Josiane Omogué-Obiang. Pour le compte du ministère de la fonction publique, Monsieur le secrétaire général, le colonel Jonas Sambi, Madame la DCRH, Léontine Nkoa Mistoul et Pierre Minsa, syndicaliste, justement représentant les travailleurs de ce secteur. Merci à vous qui nous avez suivis sur Gabon 24 et Gabon Première. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.